Je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, pour ceux qui nous ont suivis toute cette année sur ce rendez-vous, nos rendez-vous santé collectivité, il s'agit du dernier webinaire de la série, le rendez-vous santé et collectivité. Donc nous avons, lors de ces précédents webinaires, montré en quoi la notion de santé va bien au-delà d'une approche purement médicale et sa nécessité d'intégrer les différents facteurs sociaux et environnementaux qui déterminent donc l'état de santé de la population. Donc, c'est-à-dire que agir sur la santé des habitants implique également d'agir sur les déterminants de santé. Donc, plusieurs démarches ont été présentées au cours de ces différents webinaires et illustrées à travers des exemples concrets. L'urbanisme favorable à la santé, le contrat local de santé, l'atelier santé-ville, le conseil local de santé mentale ou encore la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc la plupart d'entre elles, de ces démarches en fait, ont également un objectif affiché de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ce n'est pas le cas de tout, mais c'est une notion importante à avoir. Donc le rôle et la légitimité des collectivités en matière de santé à travers la mise en place de ces démarches sont soutenus par la loi, comme on a pu le rappeler à l'occasion des différents webinaires, que ce soit par la loi de santé publique du 9 août 2004, la loi hôpital patient santé territoire ou la loi plus récente 3DS sur la décentralisation notamment des compétences des collectivités. Néanmoins, ces démarches que nous avons présentées restent volontaristes et non obligatoires. Le rapport Dessiner la santé publique de demain du professeur Franck Chauvin, qui a été élaboré à la demande du ministre de la Santé, appuie également le rôle des collectivités pour, en tout cas de la territorialisation de la santé et des collectivités, pour une approche de santé efficace. Donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est le sens de ces webinaires, est de sensibiliser les collectivités sur le rôle qu'elles ont à jouer en matière de santé pour améliorer le bien-être, la santé, la qualité de vie de leurs habitants et de les informer sur les outils et moyens qu'elles ont à leur disposition pour cela. Donc on a présenté plusieurs démarches en ce sens sur le précédent webinaire. Donc ce webinaire-là et la présentation que je vais vous proposer dans la foulée a justement pour objectif de vous proposer une synthèse des principaux leviers et prérequis issus de la pratique et évoqués lors des précédents webinaires pour mettre en place un projet de santé au sein d'une collectivité. Donc c'est pas, on va pas vous proposer une potion magique, une recette magique, mais des éléments à garder en tête, à avoir en tête pour éviter certains écueils et assurer la meilleure efficacité possible à la mise en place d'un projet de santé sur un territoire au sein d'une collectivité. Suite à ma présentation, nous aurons le plaisir d'accueillir Céline Mansour, qui est chargée de mission à la direction des politiques régionales de santé à l'Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est en ligne. Bonjour Céline. Et je précise également que nous sommes accompagnés par Gaëlle Lours, documentaliste au CRES, qui assurera les compléments bibliographiques sur le chat lors des échanges et qui vous a d'ailleurs préparé une sélection bibliographique que je vous ai envoyée avec le rappel du lien d'inscription de ce webinaire. Donc, je vais commencer par ma présentation, puis Céline vous apportera des informations plus concrètes sur les ressources possibles au niveau de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à destination des collectivités. Donc, comment mettre en place un projet de santé au sein d'une collectivité, ressources des leviers. Donc peut-être une petite introduction déjà, de quoi parlons-nous quand nous parlons de projet local de santé? En tout cas, dans le cadre de ce webinaire, nous nous limitons ici à ce qu'on appelle communément les démarches territoriales de santé, c'est-à-dire le contrat local de santé, qui a été présenté déjà, le conseil local de santé mentale, l'atelier santé-ville. Cependant, la réflexion peut également s'appliquer à la mise en place au sein d'une collectivité d'un service, par exemple, d'un service dédié à la santé ou de la mise en place d'une démarche d'urbanisme favorable à la santé.
ce qui avait été déjà également été présenté. Donc, il peut être intéressant de garder à l'esprit les caractéristiques qui permettent de caractériser ces démarches territoriales de santé. Ces caractéristiques ont été formalisées à partir de l'expérience et par retour d'expérience par la Fabrique Territoire Santé, qui est une association nationale de valorisation de ces démarches territoriales de santé. Donc, ce sont des démarches politiques. On reviendra après, bien sûr, dans la présentation. Ce sont des démarches politiques, ce sont des démarches de projet, ce sont des démarches territoriales, des démarches ascendantes, c'est-à-dire qu'elles sont conçues, construites à partir des besoins et des réalités locales. Ce sont des démarches partenariales et transversales et des démarches coordonnées. Elles s'appuient sur un coordinateur et une coordination. Donc, c'est important de les avoir en tête pour pleinement les considérer quand on met en place, qu'on anime ou qu'on évalue un projet territorial de santé. Pour mettre en place un projet local de santé, on l'a vu lors des différents échanges qu'on a pu avoir, nécessite de s'appuyer sur à la fois un environnement soutenant, une ingénierie de projet structurante, aussi bien dans l'élaboration que dans l'animation ou encore l'évaluation, et de moyens adéquats. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu les ingrédients de base pour assurer à un projet local de santé une efficience optimale. Donc par environnement soutenant, on entend quoi ? On entend tout d'abord un portage politique et institutionnel fort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le portage politique, c'est le soutien par le représentant de la collectivité, l'élu, ou même en particulier le maire, le soutien qu'il peut apporter à ce projet, à cette démarche. C'est en effet beaucoup plus facile de mobiliser les acteurs du territoire quand c'est l'élu ou le maire qui va impulser les réunions. Le maire a un pouvoir de convocation qui fait qu'il est évidemment beaucoup plus facile de mettre en place un projet de santé quand il est soutenu par les représentants de la collectivité. Le portage institutionnel, c'est celui de l'Agence régionale de santé, donc qui est représenté soit par son directeur général, soit par son délégué territorial, donc représentant de la délégation départementale ARS du département dans lequel se positionne ce projet de santé. On a également identifié par retour d'expérience que une culture santé préexistante au sein de la collectivité facilite la mise en place de ce type de démarche. Par exemple, l'existence, puisque l'atelier santé-ville en fait est le premier, on va dire, la première démarche, première dynamique qui a été mise en place au début des années 2000, permet de susciter, de provoquer une acculturation des professionnels et donc facilite ensuite la mobilisation autour de projets de plus grande envergure. Donc comment on met en place un environnement soutenant ? Donc ça nécessite en fait d'aller à la rencontre des élus, enfin de trouver la porte d'entrée en tout cas, d'aller à la rencontre des élus, des techniciens des collectivités. Ça peut être aussi les directeurs généraux des services ou les directeurs généraux adjoints. Donc ça nécessite en fait de faire un véritable travail de VRP de la santé pour arriver à les sensibiliser à la mise en place de ce type de démarche. Donc on peut également mettre en place par exemple des formations, des temps de sensibilisation pour les former à ces démarches-là, à ce que ça implique, et aussi aux déterminants de santé, c'est-à-dire en quoi la collectivité, par les autres politiques publiques qu'elle soutient, peut avoir un impact favorable sur la santé des habitants. Donc pour cela, il est nécessaire de travailler des arguments, de trouver les bons arguments, mais aussi de présenter des éléments de chiffrage, puisque ça c'est souvent un élément requis par les collectivités, par les élus. Combien va me coûter mon engagement sur un projet territorial de santé ? Donc ça, on en discutera un peu plus tard avec Céline. Quant aux arguments et au soutien pour cette sensibilisation
et les arguments forts à destination des collectivités de ses représentants, on peut s'appuyer sur les acteurs présents sur notre territoire, tels que les comités départementaux d'éducation pour la santé, à l'échelle régionale le CRES, dont nous, le comité régional d'éducation pour la santé, ou sur d'autres régions les IREPS, sur l'agence régionale de santé, donc les délégations départementales ou le niveau régional, mais aussi sur des acteurs nationaux tels que, en ce qui concerne en tout cas la mise en place d'un conseil local de santé mentale, le Centre national de ressources et d'appui au CLSM du CCOMS, l'association Élus Santé publique et territoire, le réseau des villes santé de l'OMS, etc. Il existe également de nombreux argumentaires écrits qui vous ont été rappelés, synthétisés dans la bibliographie qu'on vous a remise et qu'on vous remettra ensuite, enfin que vous pourrez trouver en disposition sur le site internet. Donc il y a beaucoup d'éléments à disposition qu'il est nécessaire de travailler, de peaufiner avant d'aller rencontrer les élus de son territoire. Qu'entend-on par une ingénierie structurante, une ingénierie de projet structurante? Alors tout d'abord, ça passe par une gouvernance forte et opérationnelle du projet territorial de santé, c'est-à-dire que la structuration du pilotage d'une démarche territoriale de santé est un facteur clé de réussite pour pouvoir structurer la démarche, pour pouvoir avancer et donner une méthodologie à la démarche. Donc, ce pilotage comporte, en règle générale, un comité de pilotage, un comité technique. Il peut y avoir également une équipe projet qui servira éventuellement sur l'élaboration du projet et un coordinateur qui assurera l'animation, la mobilisation partenariale et intersectorielle. Il y a également des groupes de travail ou des groupes thématiques qui, du coup, vont s'intéresser à la mise en œuvre concrète, à l'élaboration des actions. Donc le COPIL, comité de pilotage, c'est une instance décisionnelle. C'est celle qui va valider les orientations stratégiques et qui va prioriser les axes et les actions du projet. Donc axes issus du diagnostic local de santé sur lequel on va revenir juste après. De par sa composition, puisqu'il est généralement représenté par, composé des représentants institutionnels principaux, il a une capacité d'interpellation des institutions. Le comité technique, lui, traduit de manière opérationnelle la stratégie du comité de pilotage. C'est une instance de réflexion qui est plus méthodologique et qui va soutenir les groupes de travail thématiques. Il apporte une aide à la mise en œuvre, à la cohérence du projet et à l'articulation aussi avec les autres démarches de santé existantes sur le territoire. Donc, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'ensemble de ces instances de pilotage doivent permettre d'assurer, en tout cas de faciliter ou d'impulser l'approche intersectorielle propre à ces démarches territoriales de santé ou projets territoriaux de santé. Puisqu'on a vu tout au cours de ces différents webinaires que la notion d'intersectorialité est essentielle, puisqu'agir sur la santé, c'est agir sur l'ensemble des déterminants, qui peuvent être le logement, l'urbanisme, la mobilité, etc. Donc, on ne doit pas, du coup, se limiter à des acteurs du champ exclusif de la santé. Et on doit s'assurer donc de la participation des différentes catégories d'acteurs locaux, dont les habitants. Donc le COPIL, par exemple, à titre d'exemple d'un contrat local de santé, doit comporter à minima les signataires du contrat, qui sont l'agence régionale de santé, la collectivité, le représentant de la collectivité, souvent la préfecture, la CPAM, le conseil départemental, il peut y en avoir plusieurs. Les acteurs locaux de la santé, ça peut être l'hôpital, l'URPS, les CPTS aujourd'hui, les représentants des usagers et des habitants. Donc, pensez également à les intégrer dès le début de la démarche pour s'assurer une adhésion et la mise en place d'un projet correspondant aux besoins et attentes de la population. Il est également souhaitable d'élargir ce COPIL aux autres élus de la municipalité agissant sur les autres politiques de santé. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il s'agit d'agir sur la santé au-delà donc de la santé en tant que telle, mais sur les différents environnements qui la déterminent.
Donc le copil d'un conseil local de santé mentale, lui, est composé de l'élu, de représentant de la collectivité, du secteur de la psychiatrie, de l'ARS et des associations d'usagers de famille d'usagers et de famille et du coordinateur CLSM. Donc, petite différence donc, sur le CLSM notamment, celui-ci dispose d'une assemblée annuelle plénière. Ce n'est pas le cas des autres démarches existantes qui lui permet donc de mobiliser tous les partenaires et d'être en fait un lieu de discussion, de concertation assez large avec vocation d'être force de proposition et d'identifier de nouvelles pistes d'action. Donc, le comité de pilotage de ces instances doit veiller à s'articuler avec la gouvernance des autres démarches éventuellement existantes sur le territoire. S'il y a un CLSM, s'il y a un ASV, s'il y a une CPTS par exemple, ceci afin d'éviter de démultiplier les instances de travail, ce qui peut conduire en fait à un épuisement aussi des acteurs et à une lassitude, et d'assurer la cohérence et la complémentarité entre l'ensemble des démarches existantes. Donc il faut trouver au niveau local le moyen d'assurer ces complémentarités. Là c'est pareil, il n'y avait pas de recette magique, mais c'est en tout cas de veiller à ce que chacun sache qui fait quoi et puisse éventuellement avoir un mot sur les orientations qui sont décidées dans chaque instance. Donc le diagnostic local de santé, ça c'est un outil essentiel quand on s'engage dans un projet local de santé, parce qu'il permet d'évaluer les besoins en matière de santé du territoire. Il doit tenir compte, il doit pas se limiter à l'état sanitaire de la population, ni à un recensement de l'offre socio-sanitaire, donc pas uniquement des données, on va dire, quantitatives sur l'état de santé, mais il doit appréhender l'ensemble des problématiques locales auxquelles sont est confronté le territoire et sont confrontés les habitants. Donc, c'est-à-dire qu'il doit intégrer aussi bien une visibilité des caractéristiques sociales et économiques de la population, mais aussi celle du territoire et du milieu de vie, c'est-à-dire ce qui en est en matière de logement, en matière de mobilité, en matière d'urbanisme, de tous ces différents déterminants qui peuvent avoir un impact sur la santé des habitants. Donc il doit également, en particulier pour l'atelier santé-vie, le contrat local de santé, puisque ça fait partie du coup de leurs caractéristiques propres, intégrer une analyse des inégalités observées, des inégalités de santé observées sur le territoire. Ce diagnostic, en fait, permettra de définir les priorités. Donc c'est les copils qui décideront de quelles sont les priorités, parce qu'on ne peut pas agir sur tous les fronts, et de définir les actions qui permettront d'y répondre. Donc pour le réaliser, il est indispensable, ce diagnostic local de santé, de rédiger un cahier des charges précis qui permettra d'adapter la méthodologie aux objectifs visés et de recueillir les informations utiles à la réflexion et aux décisions. Il est également nécessaire dans ce diagnostic de prendre le temps d'identifier les besoins, attentes et suggestions des habitants et des professionnels du territoire, parce qu'en effet, il doit s'appuyer, comme je disais, sur des données qualitatives également, à partir de consultations citoyennes, des citoyens et des professionnels. Ça permet d'optimiser cette démarche ascendante qu'on présentait tout au début de cette présentation, donc construire un diagnostic qui soit très représentatif, enfin au mieux en tout cas, des attentes et des besoins de la population du territoire concerné. Donc on aura à travers cette évaluation qualitative des besoins des habitants, la possibilité de mieux identifier le ressenti, leurs priorités et aussi les freins et obstacles qu'ils rencontrent pour notamment accéder aux soins ou à la prévention. Donc l'élaboration de ce diagnostic, c'est aussi intéressant de garder à l'esprit que c'est une phase qui permet dès le départ d'impulser une dynamique participative avec l'ensemble des professionnels concernés et des habitants. C'est-à-dire que la construction même du projet est un début de la dynamique que l'on cherche à mettre en place.
Donc les associer tout au long du diagnostic en les faisant participer, en les sollicitant, en les consultant, mais aussi en prenant un temps de restitution de ce diagnostic avec l'ensemble des acteurs mobilisés. Donc pour les tenir informés des résultats et puis pouvoir engager dès ce moment-là avec eux des groupes de travail et de réflexion pour définir les actions qui pourront répondre aux besoins identifiés par ce diagnostic. Voilà, donc l'ingénierie de projet passe également par l'animation, le pilotage, la coordination du projet territorial de santé et par l'évaluation. Donc sur quelles ressources on peut s'appuyer? C'est également les comités départementaux d'éducation pour la santé qui peuvent apporter un soutien méthodologique ou apporter ou carrément être à l'origine de la mise en place du diagnostic local de santé. Ça arrive, c'est le cas du CODES 83 qui soutient du coup la mise en place de ces démarches territoriales de santé. On peut également faire appel à un prestataire extérieur pour la mise en place de ce diagnostic local de santé et de la méthodologie à mettre en place pour élaborer le projet. Et puis, bien sûr, on peut aussi s'appuyer sur les coordinateurs des autres démarches existantes sur votre territoire, sur la région, à travers des échanges de pratiques et d'expériences. C'est le cas, par exemple, le CRES met en place des visioconférences entre les coordinateurs des différentes démarches, ce qui permet du coup de savoir ce qui se fait ailleurs et de savoir comment les autres travaillent et de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques. Alors, les moyens adéquats, c'est quoi? Donc, c'est avant tout une coordination dédiée et qualifiée pour animer la mise en place de ce projet territorial de santé, l'animer, le suivre, l'évaluer. C'est des financements pour la coordination, mais aussi pour les actions issues de ce diagnostic. Et enfin, un accompagnement qui peut institutionnel, c'est-à-dire un accompagnement institutionnel par la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, par exemple, et aussi méthodologique par les ressources à disposition sur votre territoire. Donc ça demande du financement, des financements et des ressources humaines. Donc l'ARS, et Céline va du coup nous développer un peu plus en détail ce que l'ARS peut fournir comme moyen et accompagnement aux collectivités désireuses de s'engager dans des projets territoriaux de santé, peut apporter un soutien financier à cet accompagnement méthodologique et cofinancer les coordinations CLS, des postes de coordination des coordinateurs CLS et CLSM. Il y a aussi le financement des actions, donc qui peuvent être cofinancées par l'ARS, mais aussi par d'autres partenaires et institutions locales ou régionales. Donc ça demande de se renseigner. Et puis, donc les soutiens, comme je disais, plus méthodologiques ou stratégiques via la délégation départementale de l'ARS, les CODES, le CRES ou des prestations externes pour l'accompagnement. Et puis, bien sûr, tout cela doit être guidé par une philosophie d'action. Donc, j'ai repris les mots de Madame Barbara Pro, qui est élue au CLSM, élue à la ville de Nice et impliquée dans le CLSM de la ville de Nice, qui du coup nous donnait quelle était un peu la recette pour pouvoir s'engager et mettre en place en fait un projet territorial de santé. C'est d'avoir de l'ambition, mais de rester humble, d'être patient et d'avancer pas à pas en commençant par des actions concrètes. Je vous remercie de votre attention. Donc on peut, si vous le souhaitez, prévoir peut-être 2 ou 3 questions rapidement avant de passer à la présentation de Céline. Non, justement, ils ne sont pas obligatoires, ils sont volontaristes en fait, parce que la santé n'est pas une compétence obligatoire des collectivités. Alors, c'est la commune, c'est des communautés de communes, pas le département, mais c'est plutôt soit la commune, soit des communautés de communes. Alors, par exemple, les contrats locaux de santé, de plus en plus,
couvre des communautés de communes. Voilà, le CLSM peut couvrir une commune, enfin, c'est le même périmètre. Les ateliers santé-ville, en revanche, donc on en a un petit peu moins parlé parce que c'est géré aussi par la politique de la ville. Là, c'est des territoires infracommunaux. Donc là, on est sur les quartiers prioritaires de la Oui, ville pour les oui. ateliers santé-ville. Mais en effet, c'est les communes et communautés de communes. Oui, bonjour. Je Bonjour. voudrais simplement témoigner, hein, puisque je suis le président de l'association Élus Santé Publique et Territoire, hein, qui regroupe les élus santé à l'échelon national. Effectivement, nous militons, hein, pour le développement de la prise en charge de la santé, qui n'est pas effectivement une compétence obligatoire des communes, mais de plus en plus, les communes se mettent en place. Alors, bien sûr, les présentations, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que mettre en place un CLSM, du moment qu'il y a une volonté politique, ça se fait naturellement. Évidemment, il faut un financement et généralement, les ARS financent des demi-postes généralement et des coordonnateurs. Et je pense qu'actuellement, on a une bonne équipe de coordonnateurs sur le territoire national qui peuvent s'entraider, hein. Et je pense que ce serait une bonne chose que toutes les communes d'une certaine taille ou des communautés d'agglomération, des EPCI, puissent mettre en place des CLS. Merci. Merci beaucoup.